Bienvenue dans cette nouvelle pause geek qui va parler de Falcon and the Winter Soldier. Et oui, la série Marvel diffusée sur la plateforme de streaming Disney+, toujours diffusée, dont le dernier épisode a été présenté le vendredi 23 avril 2021. Alors, ça fait déjà quelques jours. Pourquoi j'ai pas fait une vidéo avant, comme tout le monde, puisque tout le monde s'est jeté à faire une vidéo sur la fin de la saison, ou à annoncer ce qui a été annoncé le jour même, c'est-à-dire le 4e film Captain America en production, ou en cours de production. Parce que j'ai attendu que ça redescende un petit peu. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire, même si la série a tenu toutes ses promesses, et qu'on savait très bien qu'à la fin, Falcon deviendrait Captain America. Je ne spoil personne, parce que franchement, c'était annoncé. Même dans la BD actuellement, Captain America, c'est Sam Wilson. Alors, c'est pas du spoil, c'est juste de la réalité. Donc oui, cette série a tenu toutes ses promesses. Maintenant, on attend de savoir si le 4e Captain America sera autour de Sam Wilson ou autour de Steve Rogers. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a toujours un point d'interrogation sur les aventures de Steve Rogers dans le continuum quantique pour mettre en place les pierres d'infinité dans les différentes réalités alternatives que les Avengers ont créées en voyageant dans le temps. Et là, je viens de perdre tout le monde parce que je viens de parler de mécanique quantique. Excusez-moi. Mais c'est mon dada, qu'est-ce que vous voulez? Oui, alors, qui, sachant que Malcolm Spellman, le showrunner de la série Falcon and the Winter Soldier, sera de l'aventure? Eh bon, on saura ça, j'espère, très vite. Oui, parce que Chris Evans peut peut-être revenir pour un 4e film, qui sait? En vieux, ou même en personnage principal. Voilà. Alors, attaquons le vif du sujet avec Falcon and the Winter Soldier. Et avant de spoiler tout le monde, enfin les gens qui n'auraient pas vu cette série, et que j'invite à aller voir, on va juste revenir un petit peu en arrière, puisque la série commence là où Avengers Endgame se termine, c'est-à-dire quand le vieux Steve Rogers transmet son bouclier à Sam Wilson. Sam Wilson qui répond au moment de l'essayage du bouclier, j'ai l'impression que ça appartient à quelqu'un d'autre, et le capitaine qui répond, c'est pas le cas. Ce dialogue a fait beaucoup sur les réseaux, puisque les gens se sont imaginés, enfin les fans, se sont imaginés que Captain America, Steve Rogers, avait fabriqué un second bouclier pour le donner à Sam Wilson. D'où sa réponse, ça appartient à quelqu'un d'autre, c'est pas le cas. Non, c'est son bouclier. Pour la simple et bonne raison que Steve Rogers n'est pas parti remettre les pierres d'infinité à la fin d'Avengers Endgame avec son bouclier. Il a juste pris la valise et le marteau de Thor, et il est parti. Du coup, son bouclier restait ici. Il avait largement le temps de le réparé, vous savez dans quel état était le bouclier à la fin du film, avant que la plateforme temporelle que Professeur Hulk a reconstruit pour pouvoir l'envoyer dans le temps. D'ailleurs, ça me pose un petit problème, cette présence du vieux Captain, je crois que ça a été aussi pour beaucoup de personnes. Pourquoi le vieux Captain n'est pas revenu à son point de départ? Bon, qu'il soit parti remettre les pierres, qu'il soit parti vivre avec Peggy Carter, son histoire d'amour, voilà. Oui, pourquoi pas, et qu'il arrive vieux, oui, je suis d'accord, mais pourquoi il n'est pas revenu à son point de départ? Parce que le principe du voyage dans le temps, surtout dans le film, c'est qu'il voyage du futur dans le passé, créant des passés alternatifs, et reviennent sur leur point de départ par la plateforme. Oui. Oui. Alors, il crée des passés alternatifs, donc des réalités alternatives. Pourquoi je dis ça? Parce que, tout simplement, c'est le paradoxe du grand-père. Et en mécanique quantique, ce paradoxe a été résolu. C'est-à-dire, c'est si je voyage dans le temps et que je tue mon grand-père avant qu'il ait conçu mon père, est-ce que j'existe? La réponse est oui, parce qu'on peut être à 2 endroits en même temps selon la mécanique quantique. Du coup, on crée des réalités alternatives. Là, je viens encore d'en perdre quelques-uns. Donc, je vais faire simple. Dragon Ball Z, le futur de Trunk. Trunk voyage du futur dans le passé pour modifier la réalité. Son voyage modifie le passé, mais quand il revient chez lui, il est dans son futur. Voilà. Parce qu'il est revenu à son point de départ. C'est pour ça que dans Retour dans le futur, c'est pas bon. Enfin, si, il y a juste un point qui est bon, c'est quand le vieux Biff revient du passé dans son futur. Par contre, quand ils vont dans leur réalité alternative, c'était pas logique. Enfin, c'est pour ça que c'est hyper critiqué dans Avengers Endgame, Retour vers le futur. Bref, donc ça me pose un petit problème avec le Captain, parce que le Captain, bon, il est vécu là-bas, s'il revient dans notre réalité, puisqu'il a créé une réalité alternative en allant vivre avec l'agent Carter, il doit revenir sur la plateforme, pour que ce soit cohérent au niveau scénario. C'est pas le cas. Alors moi, j'ai une idée.
c'est que depuis le début du MCU, depuis le premier film Iron Man, nous sommes dans la réalité alternative que Captain a créée en voyageant dans le temps. Et il s'est tenu à carreau pendant 70 ans avec l'agent Carter. Sachant que l'agent Carter a, nous l'avons vu, continué sa vie, qu'elle a eu des enfants, qu'on ne voit jamais son mari pendant tout le MCU, même si dans la série Agent Carter, on sait qu'à la fin, dans le dernier épisode de la saison 2, cette série n'a eu que 2 saisons, on la voit finir avec un de ses collègues. Est-ce que ça a duré? On ne sait pas. Donc bref, c'est tout à fait possible que nous soyons dans la réalité alternative. Enfin, nous soyons dans le MCU, évidemment. C'est la science-fiction, hein, c'est pas la réalité. Que nous soyons dans l'univers que le Captain a créé, puisqu'il a voyagé quasiment 70 ans dans le passé, donc très loin. Et voilà, peut-être que tout simplement le MCU tient dans ce monde, dans cette réalité alternative que le Captain a créée. Ce qui expliquerait pourquoi on le retrouve vieux sur le banc, et qu'il semble ne pas avoir utilisé les couloirs temporels quantiques pour revenir à son point de départ. Moi, c'est une théorie, hein, mais bon, on va pas aller plus loin. Hein. Je vais vous laisser avec ça, ça va faire parler. Hein. De toute façon, ça fait parler depuis la fin d'Avengers Endgame. Donc, on va rester sur le principe que Captain America vieux décide de transmettre son bouclier à Sam Wilson. Ce qui pose un gros problème à Sam Wilson, qui ne se sent pas les épaules, et du moins, les épaules d'être le nouveau Captain America. Du coup, début de la série, Sam Wilson confie le bouclier de Captain au musée pour qu'il soit exposé avec la tenue du Captain. Et c'est là que tout part en sucette. Mais avant d'entrer dans les détails, présentation un peu du casting, parce que c'était quand même une super idée de casting, cette série. Évidemment, on retrouve Anthony Mackie dans le rôle de Sam Wilson, Falcon, Captain America, enfin le nouveau. Sébastien Stan dans le rôle de Bucky Barnes, le Winter Soldier. Et pour la première fois dans le MCU, le personnage de John Walker apparaît sous les traits de Wyatt Russell. John Walker, le nouveau Captain America, puisque les États-Unis n'ont pas respecté le fait que Sam avait dit que Captain America c'était Steve Rogers et c'est pour ça qu'il avait rendu le bouclier. Du coup, ils ont donné le bouclier à John Walker, qui devient le nouveau Captain America. Et ça, c'est comme dans la BD, et oui. Et on sait aussi que par la suite, il deviendra US Agent. Et évidemment, quand John Walker est apparu, tout le monde s'est dit où est Power Breaker? Et oui, le fournisseur du sérum du super soldat que John Walker prendra. Puisque John Walker est un super soldat, pas aussi puissant que Captain America. Parce que il n'y a qu'un Captain America, Steve Rogers, donc il est unique. Mais voilà. Et on savait très bien qu'avec lui, on allait avoir un antagoniste assez important. Manque de bol, plusieurs fans qui ne savaient pas l'histoire de John Walker ont hurlé en voyant le nouveau Captain America. Pour eux qui n'avaient pas l'étoffe de Steve Rogers, mais on n'a jamais demandé à Steve Walker d'être l'équivalent de Steve Rogers. Et oui, ça n'a jamais été le cas dans la BD. C'est un Captain America complètement différent. Et il l'a très bien joué, Wyatt. Et en parlant de Power Breaker, je vous laisse le flou sur le fournisseur, parce que c'est à découvrir dans la série. Et oui, je vais éviter de vous faire trop de teasing. Par contre, Emily Van Camp est de retour dans cette série, avec son rôle de Sharon Carter, la nièce de l'agent Carter est de retour, plus connue sous le nom de l'agent 13. Elle va jouer un important rôle dans cette série. À noter aussi dans la série la présence de Don Cheadle, le James Rhodey du MCU War Machine, qui fait une petite apparition pour le premier épisode, pour comprendre pourquoi Sam n'a pas pris le nom de Captain America et le bouclier. Autre personnage emblématique du MCU, enfin, personnage qui n'a apparu qu'une seule fois dans Captain America Civil War, hein, mais qui est un personnage quand même emblématique, c'est le baron Zemo, qui fait son grand retour, toujours sur les traits de Daniel Brühl. Et oui, et quand on parle de grand retour, je vous laisse une petite surprise pour la fin. Autre personnage important pour la série, Karli Morgenthau, qui est un peu la grande méchante, enfin entre guillemets, de cette série, qui est jouée par Erin Kellyman. Autre personnage important, et je pense qu'il est passé totalement inaperçu pendant la série, c'est Dani Ramirez, qui joue Joaquim Torres. Pourquoi le personnage de Joaquim Torres est-il important? Eh oui, il est passé quasiment inaperçu pendant la série.
faisant quelques scènes avec Sam Wilson, puis qu'il est son coéquipier? Bah tout simplement parce que Torres est le nouveau Falcon dans la BD. Bah oui, il succède à Sam Wilson, devenu Captain America. C'est un Falcon, on pourrait dire méta-humain, puisqu'il a été modifié génétiquement pour avoir des ailes. C'est un vrai Falcon. Ouais, bon, c'est corps, l'humour est pas drôle. Bon, revenons plutôt à l'histoire, puisque l'histoire de la série est assez intéressante. En dehors des relations compliquées entre Bucky et Sam, entre Bucky qui, très déçu que Sam n'ait pas pris le bouclier et le titre de Captain America au début, et qui le pousse, mais qui reste avec lui, donc c'est-à-dire qu'ils font tous les deux équipe, on a quand même un problème dans cette série que Sam Wilson va essayer de résoudre. Et ce problème, c'est tout simplement les conséquences d'Avengers Endgame et du retour de la population, de la moitié de la population mondiale sur Terre, suite du professeur Hulk, qui a ramené tout le monde au bercail, après 5 ans d'absence. Vous imaginez un peu la planète qui pendant 5 ans a fonctionné avec la moitié de sa population et qui s'est réorganisée. Et ben, boum, au bout de 5 ans, l'autre partie de la population revient. Ça crée des gros problèmes. Une surpopulation, des problèmes diplomatiques, des problèmes de frontières, des problèmes de déplacement de population. Et ça, c'est au cœur de la série. En plus, évidemment, des problèmes moraux de Sam Wilson et de la découverte de la famille de Sam Wilson au passage. Eh oui. Donc c'est un peu ça l'idée. Et parmi donc les protagonismes apparaît Kari Morgenthau, qui est la leader d'un groupe, les Flag Mashers. Dans ce groupe de Flag Mashers, il y a quelques-uns d'entre eux qui ont dans le veine le sérum du super soldat qu'ils ont piqué à Power Broker. Et quand on en arrive là, Sam et Bucky sont obligés de faire appel à quelqu'un qui s'y connaît en sérum de super soldats pour les avoir affrontés. Et ils vont donc libérer le baron Zemo, s'attirant les foudres évidemment du Wakanda, puisque je vous rappelle que le baron Zemo a tué leur roi, le père de T'Challa. Voilà, la panthère noire, Black Panther, oui, voilà, vous y êtes. Donc du coup, Zemo accepte. On aurait pu imaginer qu'il leur fasse des coups dans le dos, plus ou moins, mais en fait, en réalité, il veut vraiment éliminer des super soldats, donc ça tient la route. Il réussit même à détruire le reste des sérums dans la série, sauf une dose, plus exactement, pas une, c'est une dose, que John Walker s'injectera, faisant de lui un super soldat, et faisant de lui un gros problème pour Bucky et Sam. Mais au final, ils finiront par être amis au dernier épisode. Dans la série, plusieurs personnages clés de l'univers de Captain America font leur apparition. Isaiah Bradley, le premier super soldat noir, qui est apparu ici sous les traits d'un ancien soldat des années 50. Oui, donc vieux, qui a connu Bucky sous les traits du soldat de l'hiver, puisque Bucky n'est plus soumis au protocole qui le transformait en soldat de l'hiver, qui le faisait obéir à tous les ordres. Donc ça y est, c'est fini, il est libre. C'est pour ça que moi j'aurais cru qu'il aurait pris le nom de White Wolf, parce que les habitants du Wakanda l'appellent ainsi. C'est pour ça que j'aurais imaginé qu'à la fin, le bandeau de fin de la série aurait été Captain America and the White Wolf. Ça aurait été plus logique, mais bon, c'est pas grave. Hein. Il reste le Winter Soldier. Bref. Bradley Isaiah donc apparaît, oui, parce qu'il y a eu d'autres super soldats, un seul en fait. Bradley était le seul dont le sérum a pris. Et en récompense, il a eu droit à tant de temps d'enfermement en cobaye après avoir affronté le soldat de l'hiver. Bref, oui, l'histoire est pas tendre, des fois. Et heureusement, Sam fait ce qu'il faut à la fin de la série, donc je vous en dis pas plus pour que vous ayez voir ça quand même, parce que je vais pas trop spoiler, hein, même si j'en ai déjà dit beaucoup. Et en parlant de spoil, il y a ce personnage-là aussi. Vous allez avoir besoin d'une explication. Elle. Au moment où John Walker touche le fond, un personnage très emblématique de la BD apparaît.
la comtesse de Lantina Allegro de Fontaine, sous les traits de Julia Louis-Dreyfus, une actrice extrêmement connue. Pourquoi ce personnage est emblématique? Parce que tout simplement un personnage qui fait partie d'Hydra. Voilà. Et c'est elle qui vient chercher John à la fin et qui lui propose de devenir US Agent après que Sam ait tout simplement repris le nom de Captain America. Ouais. Et oui. Donc, on peut se poser des questions. Est-ce qu'elle est agent d'Hydra dans la série ou est-ce qu'elle est agent, je sais pas, de CIA ou d'un truc comme ça pour faire de John Walker, donc US Agent? On sait pas. C'est un peu un point d'interrogation dans la série. Est-ce qu'elle est gentille? Est-ce qu'elle est méchante? Techniquement, pour les fans de la BD, c'est un membre d'Hydra. Techniquement, Hydra a été définitivement éliminé dans le MCU par... comment on dit déjà? Par le Shield. Allez voir dans la série du Shield, elle est bientôt complètement disponible sur Disney+. Bref, on ne sait pas trop, mais ça implique des conséquences pour la suite. Ça, c'est certain. Puisqu'à la fin... comme je l'ai dit, John Walker devient US Agent et enfile sa combinaison noire. Celle de la BD. On n'attend plus que le bouclier qui va avec. Oui, parce qu'il a un bouclier lui aussi, hein, en tant que US Agent, qu'on voit pas à la fin. C'est un peu dommage d'ailleurs, ça. Mais bon. Bref, cette série est excellente et ouvre de nouvelles portes sur le MCU. Je vous invite surtout à suivre Sharon Carter pour comprendre un peu comment évolue son personnage, mais je ne vous spoilerai pas là-dessus. Je sais juste que Sharon Carter va réapparaître dans la série qui est annoncée Secret Invasion. Et oui, ils ont décidé d'en faire une série plutôt que d'en faire, moi j'aurais cru, le fil conducteur de la nouvelle phase du MCU. Mais bon, Secret Invasion, vous savez pas ce que c'est? Allez voir ce que c'est dans les BD, parce que je ne vous spoilerai pas là-dessus. Voilà. Donc, pour faire simple, Sam Wilson est devenu Captain America, Bucky est son second, et il drague la sœur de Sam. Ouais, enfin, il essaye. Bon, ça c'était pour la note d'humour. En ce qui concerne l'avenir du MCU, on commence le 11 janvier 2021 avec la série Loki. Et oui, Loki fait son retour en série avec l'acteur, donc c'est une série live, qui va tourner autour du personnage de Loki que l'on voit dans Avengers Endgame, celui qui s'échappe avec le Tesseract, et qui va voyager dans les univers un petit peu parallèles. Oui, on continue dans le multiverse. D'ailleurs, on a aussi en 2021 une série d'animation qui va s'appeler What If, et qui reprend tout simplement une idée de BD qui est on change un détail et on voit ce que ça donne. C'est-à-dire, qu'est-ce qui serait passé si, par exemple, l'agent Carter était devenu Captain America. Voilà, par exemple. On a aussi la série live, ce coup-ci, de Hawkeye, qui arrive en 2022 et dont le tournage vient de se terminer. Jeremy Renner est de retour et il forme son successeur, qui est une jeune fille. Miss Marvel aussi arrive en 2022. Moon Knight, pareil, 2022. She-Hulk, 2022 également. Au cinéma, j'allais oublier, il y a 2 séries autour de l'univers d'Iron Man qui vont apparaître. Iron Noir et Iron Heart, qui est Iron Heart, c'est l'histoire de la jeune fille qui va succéder à Tony Stark dans l'armure d'Iron Man. Moi, j'aurais préféré voir Tony le retour, mais bon, c'est pas grave. On continue avec Black Widow, qui sortira en France enfin le 9 juillet 2021. Et oui, enfin la date de sortie, et il y en a d'autres qui sont prévues, puisque ça va enchaîner avec en septembre 2021 Shang-Li et la légende des 10 anneaux. On parle bien évidemment des 10 anneaux McLuhan. À force de tourner autour dans les 3 films de Iron Man, fallait bien qu'on y arrive à ces anneaux. Et surtout, là, il y aura le vrai mandarin, et pas le guignol d'Iron Man 3. Voilà. On continue aussi avec Eternal, le 5 novembre 2021, qui sortira sur les écrans. Le dernier Spider-Man terminera la trilogie autorisée par Sony. D'ailleurs, tous les Spider-Man de Sony seront présents dedans. Ce sera un beau bazar, et c'est pour octobre-décembre 2021. Le 11 février 2022, si tout va bien, nous aurons Thor Love and Thunder, le 4e Thor qui a été annoncé, où Nathalie Portman va porter la tenue de Thor. C'est-à-dire qu'elle va prendre le marteau. Et oui, il n'y a pas que Steve Rogers qui peut porter le marteau a priori. L'information la plus importante qui est tombée récemment, c'est que Russell Crowe va rejoindre le casting pour jouer Zeus. Et ben je crois que ça va être le Zeus le plus charismatique qu'on ait jamais vu au cinéma, vu l'acteur
qui va le jouer. Et on termine avec Doctor Strange 2, In the Multiverse of the Madness. Et oui, prévu pour le 25 mars 2022. Je vous rappelle que le Doctor Strange doit reprendre techniquement les manettes du MCU, c'est-à-dire qu'il doit reprendre la place de Tony en tant que personnage emblématique. Moi je suis désolé, mais personne ne peut remplacer Tony Stark, personne ne peut remplacer Robert Downey Jr., même si les deux acteurs qui jouent ici ont joué Sherlock Holmes. Oui, petite divagation, excusez-moi. J'espère franchement que Robert Downey Jr. reviendra. Tony, reviens, s'il te plaît. On a besoin de toi dans le MCU. On a besoin d'Iron Man. Comme Chris Evans, reviens aussi. Je sais, les contrats, les machins, mais c'est important. Enfin, après avoir déliré quelques secondes, je vous laisse avec ce qui, je pense, être la danse de l'été. Vous allez comprendre tout de suite. Je vous laisse donc avec le baron Zemo. À bientôt.